Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Parlons facturation électronique, dernière ligne droite pour se préparer, donc co-organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne, la Direction départementale des finances publiques, l'Ordre des experts comptables de la région Pays de la Loire et l'AMECA. L'objectif ce matin, donc là on a 1 heure ensemble pour pouvoir faire un point sur la réforme, ce qu'il vous reste à faire, notamment par rapport au calendrier qui se raccourcit puisque le calendrier indique qu'on doit être en conformité fin août. Voilà, on a aujourd'hui donc 2 personnes pour pouvoir vous répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez, que ce soit au fur et à mesure ou à la fin, on gardera un temps aussi pour échanger si besoin. Je vous laisse vous présenter et c'est à vous. Très bien. Écoutez, donc Anne-Laure Berthéas, je suis responsable de la division des professionnels à la direction départementale des finances publiques. Et donc, je suis aussi la référente facturation électronique. Alors, nous sommes deux, avec Clémence Guilbault, qui est derrière l'écran, mais qui assiste aussi à cette réunion. Donc, bonjour à tous, Mathilde Garnavo, je suis expert comptable à Laval et je représente aujourd'hui l'AMECA, qui est l'association des experts comptables de la Mayenne. Et donc moi, je suis Amandine de Rouèche, conseillère numérique à la CCI des Pays de la Loire, notamment en Mayenne. Donc ce matin, pour le webinaire, donc on va refaire un point sur la réforme de la facturation électronique, comment on fait pour s'adapter en tant qu'entreprise à cette réforme, quelques astuces aussi pour choisir sa plateforme, et puis questions-réponses. Très bien, donc je vais commencer par vous faire un petit horizon du contexte en fait de la mise en place de cette réforme de la facturation électronique, qui va modifier en profondeur le processus de facturation pour l'ensemble des entreprises à compter du 1er septembre 2026. On y reviendra. Donc l'objectif effectivement c'est de vous fournir un peu les clés pour aborder le plus sereinement possible en fait l'arrivée de cette réforme. Donc le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que 15 à 20% des factures s'échangent déjà de manière dématérialisée. Vous savez que dans la sphère publique, la facturation électronique existe depuis 2017. Les administrations publiques sont dotées de la plateforme Chorus Pro, que vous connaissez sans doute, pour la réception des factures. Toutefois, on constate dans l'ensemble que les pratiques de facturation dématérialisées ne sont pas harmonisées. On a des formats d'échange qui sont spécifiques à certaines entreprises ou certains secteurs d'activité qui ne sont pas forcément compatibles entre eux, ce qui conduit souvent à une inexistence d'échange de formats standards. Et puis surtout, on a une coexistence de différents types de factures, papier, facture par mail, facture électronique, ce qui peut engendrer quelquefois une comptabilité un peu chronophage, puisqu'on va chercher un peu partout nos factures, et aussi des redondances de saisie pour des mêmes données pour établir sa comptabilité. Ça peut amener aussi à des sources d'erreurs, des erreurs de saisie, et aussi des difficultés quelquefois pour déterminer la date de départ des délais de paiement. Donc tous ces éléments en fait ont conduit l'État à jouer un rôle de régulateur dans l'échange de ces factures électroniques, en définissant d'abord des modalités et des standards d'échange avec des formats respectés. Donc, on verra qu'il y a 3 formats de factures qui sont possibles pour la facturation électronique. Alors, ce sont des formats qui s'appellent UBL, C2I et FactureX. FactureX étant le format le plus couramment utilisé, qui permet d'avoir un lisible de la facture. Et puis également, en sécurisant les échanges, puisque vous verrez que les échanges ils sont traçables, on a un cycle de vie partagé qui permet en fait de suivre la facture. Donc l'objectif en fait c'est de généraliser la facturation électronique tout en s'inscrivant en fait dans le cadre d'une directive qui est la directive VIDA, qui est la directive européenne sur la TVA à l'ère du numérique. Puisqu'en 2030, en fait, tous les pays de l'Union européenne devront en fait passer à la facturation électronique. Alors, tous les pays sont en cours d'y passer. Si vous regardez un peu l'actualité, l'Italie y est passée déjà depuis 2019. On a la Belgique qui y est depuis le 1er janvier. La Roumanie, la Pologne, enfin voilà, tous les pays sont en marche en fait pour arriver à cet objectif de 2030 où là la facturation électronique effectivement elle pourra se faire au niveau européen.
L'objectif en fait à atteindre, hein, c'est de pouvoir en une seule opération en fait envoyer la facture au client, alimenter sa comptabilité directement et puis transmettre des données à l'administration fiscale, notamment dans un objectif futur de pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc les objectifs en fait de la mise en place de ces réformes, ils sont multiples, hein. D'abord, ça permet une gestion quotidienne meilleure, facilitée, puisque la facture va être mise à disposition du destinataire dans les 24 heures, donc c'est très rapide. Le traitement des factures va être plus transparent dans la mesure où on aura le suivi en fait de la facture. On verra qu'il y a différents statuts. Donc ces statuts vous permettront de suivre en fait la facture, et vous aurez un tableau de bord aussi qui va vous permettre de suivre le cycle de ces factures. Ça va vous permettre une meilleure gestion au quotidien. Les factures, en fait, ces formats de factures, on va le voir, ils vont être normalisés, ils vont comporter des mentions obligatoires, ce qui va permettre une certaine conformité en fait de la facture et éviter des erreurs de saisie. Donc, on aura moins de factures égarées ou incomplètes parce qu'on aura en fait un lieu de stockage où on pourra retrouver l'ensemble de nos factures. La facturation électronique, ça va également permettre une concurrence plus loyale envers les entreprises de bonne foi, hein, puisque l'administration aura en fait des données, notamment des données de TVA, qui permettront de détecter les entreprises les plus frauduleuses. Et de manière macroéconomique, ça permettra également à l'État d'avoir une vision en fait de l'ensemble de l'activité des entreprises et de déterminer si en temps réel si ces entreprises ont des difficultés actuelles et doivent être soutenues. Donc là, on l'a déjà cette vision, mais on l'a souvent décalée. Là, on l'aura vraiment en temps réel, hein, parce qu'on aura les informations en temps réel. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique? Donc, une facture électronique, on vous a mis un modèle. Voilà, vous voyez, c'est une facture avec des données structurées, donc qui n'est pas lisible par l'homme, hein, avec des codifications, des balises. Donc, ce qu'on répète souvent, c'est que ce n'est pas une facture, c'est pas un document PDF adressé par mail. C'est une facture qui contient ces données structurées, qui vont être lisibles par les logiciels informatiques. Et cette facture, elle va être donc horodatée dès le dépôt de la plateforme. On verra le rôle des plateformes qui en fait seront chargées de transmettre les factures de l'émetteur à celui qui reçoit la facture. Donc je vous rassure, il y aura un lisible qui sera joint à cette facture, donc vous aurez toujours la possibilité de lire votre facture telle qu'elle est actuellement. Et puis si vous souhaitez ajouter à votre facture, des éléments propre à votre entreprise, vous pourrez toujours. On va voir quels sont les éléments obligatoires effectivement à indiquer sur la facture. Donc, il y a une centaine de données possibles et habituelles qui sont portées sur une facture. Il y a une trentaine qui sont transmises à l'administration. Il y a 4 nouvelles données, c'est surtout ça qu'il faut bien voir, qui sont obligatoires, notamment le SIREN du destinataire, la mention de la catégorie de l'opération. Est-ce que je fais une prestation de service? Est-ce que je fais une vente ou est-ce que je fais les deux? L'option pour le paiement de la TVA sur les débits et puis l'adresse de livraison du bien. Donc l'option pour le paiement de la TVA sur les débits, ça concerne en fait l'exigibilité de la TVA. À quel moment en fait l'exigibilité de la TVA sera pour les prestations de services? C'est au niveau de l'encaissement, et si j'opte pour la TVA sur les débits, ça sera au niveau de la facturation. Donc, au-delà en fait, de ces données obligatoires, alors on va voir pourquoi on a ces données obligatoires, hein, puisque le SIREN du destinataire sera nécessaire pour pouvoir transmettre la facture par la plateforme. Vous pourrez continuer à faire vos factures comme vous le faites habituellement avec vos logos aux horaires d'ouverture. Ça ne change pas. Alors, quelles sont les entités qui sont concernées par la réforme? Donc, c'est un point important, hein, puisque la réforme, elle concerne l'ensemble des entités qui sont soumises à la TVA, c'est-à-dire les assujettis à la TVA. Alors, qu'est-ce qu'on entend par assujetti à la TVA? En fait, c'est toute personne physique ou morale qui effectue de manière indépendante une activité économique à titre habituel. C'est l'article 256A du CGI. Donc, toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires et quelle que soit leur forme juridique, vont être concernées
par la facturation électronique, y compris les entreprises qui bénéficient de la franchise en base. Donc, si vous êtes en franchise en base, vous êtes en dessous d'un certain seuil et vous ne facturez pas TVA, vous êtes aussi considéré comme dans l'obligation, dans le champ de la réforme de la facturation électronique. Ça concerne aussi pour les entreprises agricoles qui sont au remboursement forfaitaire agricole. Donc, ça concerne les professions libérales qui, elles, médicales ou paramédicales, qui, elles, par contre, sont exonérées de TVA, mais sont bien assujetties à la TVA. Et puis, ça concerne les micro-entrepreneurs, ainsi que les entreprises étrangères lorsque leur opération est soumise à la TVA française. Donc ça, toutes les entreprises avec ces spécificités dont je viens de vous parler sont concernées par la facturation électronique. Et puis, on a aussi les entités publiques, lorsqu'elles sont assujetties à la TVA, donc l'État, les collectivités locales, sont concernées par la facturation électronique. D'ailleurs, elles sont concernées dès le 1er septembre 2026. Alors, le périmètre de la réforme. Comment, en fait, quelles sont les obligations et comment ça va se passer? En fait, la réforme repose sur 3 volets et va dépendre, en fait, de la nature, de plusieurs éléments, de la nature de l'opération. Est-ce que je fais une vente ou une prestation de service? De la nature du client. Est-ce que je m'adresse à un professionnel ou à un particulier? Et puis du périmètre. Est-ce que je suis en France ou est-ce que je commerce avec l'étranger? Alors, pardon. Donc la facture électronique, donc vous voyez, il y a trois volets. Donc d'abord la facturation électronique, elle s'applique à toutes les opérations commerciales qui sont réalisées entre les assujettis à la TVA établis en France. Donc on a dit, y compris les franchisés en base. Donc on a la facture en elle-même et la transmission de données à l'administration. Donc, on a vu, il y a des opérations qui sont exonérées, les opérations liées à la santé, à l'éducation sont exonérées et donc rentrent dans le champ de la facturation électronique, mais n'auront des obligations qu'en réception. On va le voir après. Ensuite, on a la transmission des données de transaction. Alors, dans quel cas elle va s'appliquer, cette transmission de données de transaction? Alors, vous avez peut-être entendu parler de e-reporting. Ce sont cette transmission de données de transaction. Donc, elles vont s'appliquer quand on va faire des opérations qu'on va vendre en fait à un particulier. Donc, ce qu'on appelle les opérations B2C. Donc, on vend à un particulier ou on vend, par exemple, à un non-assujetti comme une association. Ça peut être aussi ça. Elle va concerner aussi les opérations qui se déroulent en Union européenne ou hors Union européenne. Donc, les exportations, les livraisons intracommunautaires, acquisitions et livraisons intracommunautaires. On a juste une exception, ça ne concerne pas les importations parce qu'on a déjà en fait les données, enfin l'administration a déjà en fait les données via la douane des importations au niveau de la TVA. Lorsqu'on aura une opération de prestation de service, eh bien, on devra également transmettre les données de paiement. Donc, lorsque l'exigibilité de la TVA et l'encaissement, pour les prestations de services ou les acomptes, on aura aussi la transmission des données de paiement qui s'ajoutera à l'obligation de la facturation électronique. Donc, il faut retenir en fait ces trois volets. Alors, quelles sont les données en fait de ce fameux e-reporting, de cette transmission de données de transactions? Eh bien, en fait, on aura à reporter lorsqu'on fera une opération avec un non-assujetti, avec un particulier, on reportera en fait par période le cumul des données pour chaque journée avec le montant des bases hors taxes réparties par taux de TVA et les montants de TVA. Et pour la partie paiement, on aura la date d'encaissement, le montant encaissé réparti par taux de TVA et le numéro de facture. En fait, si vous faites, par exemple, si on prend l'exemple d'un boulanger qui, lui, a exclusivement ou en quasi-totalité des opérations avec des particuliers, en fait, les éléments qu'il aura en fait, à transmettre correspondront à son ticket Z journalier, avec le détail en fait, des opérations hors taxe TVA, TTC. Lorsqu'on fait une opération commerciale à l'international,
on aura les mêmes données qui seront à transmettre que celles de la facturation électronique, mais on aura à indiquer le numéro de TVA intracommunautaire et non le numéro de sirène. Oui. Alors, je crois qu'il y a des questions. Alors, moi, je ne les vois pas, mais... Alors, il y a une question sur les déclarations DES seront donc concernées, point d'interrogation. DES. Alors, DES, moi, je ne sais pas ce que c'est. Déclaration d'échange de services. Ah oui, ok. En fait, ça ne changera rien pour ceux qui ont l'obligation d'émettre des DES, en fait. Oui, vente de services en Union européenne. Ah oui, d'accord. Donc, livraison intracommunautaire, en fait. C'est ça? C'est pour les mais en matière de services, en fait. Ah oui, en matière avec de l'obligation services. d'émettre des déclarations d'échange de services. Oui, d'accord. Sous prix de la douane. Oui. C'est en parallèle, en fait. Ça sera du reporting, en fait, ça sera la donnée de transmission. Puisque c'est des ventes de services à l'étranger. Donc, ça sera de la transmission de données quand même. Ça fera partie du reporting. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Une des questions, c'était sur le statut EI, en demandant s'ils étaient bien concernés. Mais oui, d'accord, oui, bien concernés, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, alors on va dérouler, on va voir dans quelle mesure vous êtes concernés également. Donc, un petit schéma en fait pour vous donner le circuit qui est peut-être visuellement plus facile à comprendre. Vous voyez, vous avez donc en vert les entreprises, le fournisseur, l'acheteur. En bleu, vous avez des plateformes agréées. Entre les plateformes agréées, vous avez un petit rond qui correspond en fait à vos solutions compatibles, c'est-à-dire à votre gestionnaire de comptabilité, votre ERP, votre banque, votre intermédiaire en fait ça correspond à la gestion de votre comptabilité qui peut être intégrée, qui peut avoir aussi une plateforme intégrée. Et en bleu, vous avez l'ANR des entreprises et puis l'administration fiscale. Donc, ce qui se passe, c'est que le flux de facture, en fait, le fournisseur va envoyer sa facture via en fait sa solution comptable qui va transmettre en fait les données de la facture à la plateforme. La plateforme va aller en fait chercher les informations de l'entreprise acheteuse dans l'annuaire des entreprises. Dans cet annuaire des entreprises, en fait, elle va, grâce au numéro de sirène, elle va avoir l'identification en fait, de la plateforme de l'acheteur. Et elle pourra en fait ensuite lui envoyer à la plateforme de l'acheteur la facture. Donc la plateforme de l'acheteur ensuite transmettra via la solution compatible, le RP et la banque, transmettra la facture à l'acheteur. Ces données ensuite seront transmises également à l'administration fiscale. Vous voyez que toutes les données de facture, de transactions et de paiement seront transmises à l'administration fiscale. Donc voilà le circuit de transmission des données. Donc on va voir dans la slide suivante que l'ANR en fait est un service central. C'est un service qui permet effectivement d'accéder. Dans cette ANR, en fait, on a l'ensemble des entreprises qui sont concernées par la facturation électronique. Donc, vous pouvez aller consulter cette annuaire pour voir en fait si vous êtes bien connu de l'annuaire de la facturation électronique. Et c'est lorsque vous souscrirez à votre plateforme, vous aurez un mandat à signer avec la plateforme agréée que vous aurez choisie, qui permettra en fait d'identifier la plateforme que vous avez choisie aux fournisseurs, enfin aux partenaires économiques à travers lesquels se transmettront les factures. Donc cet annuaire, c'est intéressant que vous puissiez aller le consulter. On vous a mis l'adresse en haut à droite de la slide, la facturation choruspro.gouv.fr, pour vérifier en fait que vous êtes bien identifié dans l'annuaire et que voilà, vous serez prêt lorsque vous aurez souscrit à votre plateforme aux obligations de la facturation électronique. Donc, le calendrier du déploiement de la réforme, je pense que vous
commencez à le connaître, hein, les obligations, elles sont les suivantes. Toutes les entreprises doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire vont, elles, être dans l'obligation, bien sûr, de recevoir, mais aussi d'émettre des facturations électroniques. Donc, tous les grands opérateurs, Orange, SFR, GRDF, enfin, toutes les RDF, toutes les grandes structures vont vous envoyer en fait les factures électroniques par ce biais. Donc, il faudra que vous soyez en capacité de les recevoir. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'urgence, enfin en tout cas ce dont il faut s'occuper actuellement, c'est de pouvoir choisir en fait la plateforme qui va vous permettre de recevoir vos factures. À compter du 1er septembre, donc ça veut dire que vous aurez un an en fait pour vous mettre en conformité sur l'émission des factures électroniques. Alors tout ça concerne également les micros et les auto-entrepreneurs, hein, même s'il n'y a pas de facturation de TVA. Donc, retenez que le 1er septembre, il faut choisir une plateforme pour pouvoir recevoir vos factures électroniques et que votre obligation d'émission ne sera réelle qu'au 1er septembre 2027. Si toutefois vous avez choisi une plateforme et que vous voulez émettre à partir de septembre 2026, ça sera possible aussi, mais l'obligation, elle est au 1er septembre 2027. Donc ça vous laisse encore voilà, une année pour se mettre en conformité pour l'émission. Alors, dans la sphère publique, en fait, on utilisera toujours, en fait, puisqu'on utilise Chorus Pro, la sphère publique utilisera toujours Chorus Pro, puisque ça va être la plateforme, en fait, utilisée par les opérateurs. Donc, on peut venir peut-être sur la slide suivante. Donc, pour vous, entreprise, qu'est-ce que ça change? À partir de septembre 2026, en fait, il y aura deux possibilités. Vous pourrez toujours utiliser Chorus Pro tel que vous l'utilisez actuellement, c'est-à-dire déposer vos factures directement sur la plateforme de Chorus Pro en utilisant les formats actuels. Par contre, puisque vous aurez choisi une plateforme, votre plateforme, alors il faudra bien préciser si elle a bien la possibilité d'être raccordée à Chorus Pro, mais normalement elle devrait. Et donc vous pourrez aussi transmettre directement en fait les factures via la plateforme qui sera raccordée à Chorus Pro. La possibilité de choisir, de garder encore Chorus Pro et continuer à déposer les factures directement, c'est transitoire. Hein. C'est pour l'entrée de réforme et c'est plutôt une modalité provisoire. Alors, quelques éléments pour aider à s'orienter sur la plateforme. On va voir tout à l'heure un petit peu plus en détail hein, le rôle de la plateforme, mais je suppose que vous avez quand même des questions sur voilà, quelle plateforme je dois utiliser en fonction de mes besoins. Donc déjà, identifier quels sont ces besoins, quel nombre de factures vous avez en réception, en émission, quel est votre logiciel de caisse, de facturation, votre logiciel de gestion, est-ce que vous avez un comptable, pas de comptable. En tout cas, il faut dans un premier temps vous faire accompagner par les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc si c'est le comptable, questionnez le comptable pour savoir en fait quelle plateforme il utilise. Si vous n'avez ni comptable ni logiciel de facturation, on conseille souvent de s'orienter vers la banque. Vous avez un compte bancaire et les banques en fait ont des plateformes intégrées qui vous permettent de recevoir directement les factures. Donc ça, voilà. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de se renseigner autour de vous, en fait, avec les acteurs qui vous accompagnent. Et si vraiment vous n'avez personne, ben, je pense que orientez-vous vers une banque. Alors après, il y a énormément de plateformes. Hein, il y en a 130 environ actuellement de plateformes. Donc voilà, il y en a qui font beaucoup de publicité. Il y en a qui voilà. Donc il faut se renseigner hein, auprès de
auprès des plateformes qui ont pu peut-être vous contacter et voir un petit peu ce qu'elles peuvent vous proposer, quel est le budget que vous souhaitez y consacrer, le volume de vos factures et faire un petit comparatif en fait entre ces quelques plateformes. Vous avez encore un peu de temps pour le faire. Et puis s'assurer aussi, lorsque vous aurez choisi cette plateforme, qu'elle correspond bien, que ces caractéristiques correspondent bien à votre profession. Hein, si vous avez des spécificités dans votre profession, il faut que la plateforme puisse gérer en fait ces spécificités. Alors ces spécificités, on appelle ça des cas d'usage, parce qu'en fait, en fonction des professions, on a, puisque ça fait un moment en fait que la DGFiP, la IFE travaille sur la facturation électronique, et donc on a bien eu conscience que les professions avaient des spécificités, donc il y a une quarantaine de cas d'usage qui sont prévus. Donc il faut aussi poser la question aux plateformes que vous choisirez, pour savoir si elles prennent en compte en fait vos spécificités. Alors, juste quelques petits éléments aussi pour vous y retrouver. La DGFiP a créé des logos. Alors, vous verrez, il y a un logo pour les plateformes agréées, pour les solutions compatibles, qui permet d'identifier en fait que la plateforme est bien agréée par l'administration. Et la solution compatible, ça permet aussi de savoir en fait si la solution en fait qui peut être accordée à une plateforme agréée est bien compatible avec la réforme de la facturation électronique et avec les plateformes agréées. À l'issue de ce webinaire, je vous encourage à aller sur le site impôt.gouv. Vous avez un certain nombre d'informations qui vous permettront, à tête reposée, voilà, de reprendre un petit peu les obligations de la facturation électronique. Alors, il y a surtout, si vous allez un petit peu plus bas, à l'autre slide, vous avez un questionnaire. Donc là, en ce moment, quand vous allez sur impôt.gouv, vous verrez, c'est directement en fait sur le site, la facturation électronique, et vous avez un petit questionnaire qui vous permet de connaître vos obligations. Il vous demande dans quelle situation vous êtes, si vous faites quel type de prestations ou activités vous faites, prestations de services, ventes, et il vous indique en fait dans quel cadre vous vous situez. Et puis vous avez aussi différentes informations intéressantes si vous voulez aller un petit peu plus loin, notamment sur les obligations des associations, des voies en meublé, des SCI. Vous avez un certain nombre d'informations qui sont intéressantes à pouvoir collecter. Et enfin, voilà, si vous avez toujours des questions qui restent en suspens, donc n'hésitez pas, vous avez un numéro de téléphone, vous l'aurez dans le diaporama, c'est le 0806 807 807, que vous pourrez appeler pour préciser en fait vos demandes. Et si ça ne suffit pas, vous savez que vous avez une messagerie sécurisée dans votre espace professionnel, et vous avez une question dédiée à la facturation électronique. Donc là, vous pouvez poser votre question. On essaie d'y répondre voilà, en fonction de notre connaissance aussi qui s'enrichit de jour en jour. Et au moins, vous avez une réponse écrite qui est opposable à l'administration. Donc, ça peut être intéressant de passer par ce biais aussi. Je pense, alors je ne sais pas si certains d'entre vous, on avait un mass mail qui devait, alors il y en a eu un au mois d'avril pour bien porter l'attention sur les entreprises, sur leurs obligations à venir, et il doit en avoir un là ces jours-ci, entre le 16 et le 18 juin. Donc peut-être certains d'entre vous l'ont reçu, donc c'est pas un spam, c'est bien un mail pour rappeler en fait l'obligation qui incombe aux entreprises. Donc voilà pour la partie un petit peu des GFIP, mais il y a encore des précisions à apporter, notamment sur les plateformes. Alors, on va revenir sur qu'est-ce qu'une facture électronique. Donc, comme l'a souligné Madame Berthias, ce n'est pas un PDF, même si visuellement, par exemple, avec le format Facturix, on a l'impression que ça reste un PDF. Mais en fait, derrière, informatiquement, il y aura des données obligatoires qui seront transmises via la facturation électronique. Donc, il y a 3 formats qui existent. C'est vrai que celui, à mon avis, qui est le plus déployé, ça va être la Facturix.
Donc, en fait, il y a certains modes de transmission qui pourront quand même continuer par mail, mais obligatoirement, ce sera forcément transmis via l'adresse mail et via la plateforme agréée. Ça, c'est l'obligation donc incombe à partir du 1er septembre 2026 aux entreprises. Donc, vraiment, pour l'instant, en mode de réception, mais ce sera l'obligation à partir du 1er septembre. Alors, les acteurs de la facturation électronique. Donc, tout d'abord, on va parler des PA, donc qui sont les plateformes agréées. Donc, ces plateformes, donc, il y en a environ 130. C'est celles, en fait, qui concentreront la transmission des informations. Donc, elles pourront émettre, recevoir et acheminer les factures vers l'administration fiscale et vers les différentes entreprises. Donc, elles transmettront les données fiscales donc, via le e-reporting. La plateforme agréée va aussi vérifier la conformité de la facture. Si, par exemple, des entreprises ont une solution compatible, les SC, par laquelle elles émettent leur facture de vente, la SC, qui n'est pas une plateforme agréée, transmettra la facture à l'APA. L'APA validera ou non le format. Si elle valide, les données seront automatiquement transmises à l'administration fiscale et au destinataire de la facture. Et sinon, donc, il y aura un échange avec la SC pour voir s'il y a des problèmes de conformité. Et donc, les PA, elles respectent les exigences de sécurité renforcée et elles respectent le cahier des charges en fait, qui a été déterminé avec le format obligatoire de la facture. Donc, les SC, des solutions compatibles. Donc, il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui ont leur propre logiciel de facturation. Donc, la première question, c'est quand même de demander si elles peuvent être reliées à une PA. Donc, le choix de la PA peut se faire évidemment en fonction de la SC utilisée. Pour être sûr qu'il y ait bien, alors on va parler d'API, voilà, il faut qu'il y ait une compatibilité entre les deux outils. Donc ensuite, là, il y a l'administration fiscale qui sera destinataire des données via la facturation électronique. Et en fait, toutes ces données qui vont être récupérées permettront un pré-remplissage en fait, des déclarations de TVA. Et donc, le suivi des seuils pour les micro-entreprises, la franchise de TVA applicable. Ensuite, donc, il y a le PPF, le portail public de facturation, donc, qui va administrer l'annuaire et qui va concentrer en fait, toutes les données de facturation et toutes les données de paiement qui seront transmises à l'administration fiscale. Donc ensuite, il y a l'acheteur qui reçoit et qui paiera les factures électroniques et le vendeur, donc lui qui émettra et encaissera les factures électroniques. Et enfin, donc, il y a le cabinet d'expertise comptable qui accompagne les entreprises et tous leurs clients dans le process, en fait, et qui peuvent diriger justement et conseiller sur toutes les obligations voilà, qui arrivent et bien comprendre en fait l'objectif de la réforme, le contenu et dans les process au sein des entreprises, les aider et les accompagner. Donc, qu'est-ce qu'une PA? Donc, PA, c'est la plateforme agréée. En fait, c'est un portail privé qui est agréé par l'État, c'est-à-dire que comme j'ai expliqué, en fait, il y a un cahier des charges et donc il a fallu qu'elles obtiennent un agrément par l'État pour pouvoir être reconnues PA et donc les entreprises puissent choisir ensuite les choisir en fonction de leur spécificité. En fait, il y a les PA, elles peuvent proposer différentes fonctionnalités. Il y a des PA qui peuvent proposer de faire des devis et des factures de vente, qui réceptionneront bien évidemment les factures d'achat. Et il y a certaines aussi qui peuvent proposer des solutions de paiement aussi, mais en lien avec les banques. Voilà. Donc en fait, chaque PA va avoir des fonctionnalités différentes. Et en fait, c'est pour ça qu'il va être important en fonction de son activité, de sa structure, comme on est structuré au sein de l'entreprise, qui valide des factures, qui paye. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui vont être à poser. Donc l'annuaire, c'est le registre en fait des plateformes agréées des entreprises. Donc tout à l'heure, Madame Berthas a montré une capture écran en fait du service. Il suffit de mettre le numéro de sirène et en fait on va voir quel PA est rattaché à quelle entreprise et surtout si nous on a bien choisi sa plateforme agréée. Donc une facture papier qui était transmise à une adresse postale, en fait l'annuaire c'est comme une adresse postale mais via une adresse mail en fait.
Donc, au plus tard, le 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront recevoir leurs factures via cette plateforme agréée. Donc, en fait, on choisit sa plateforme. Et une fois que c'est choisi avec une adresse mail dédiée, donc ça permettra aux entreprises, donc type SFR, Orange, EDF, toutes celles en fait, qui sont concernées par l'émission à partir du 1er septembre 2026. En fait, c'est vraiment toutes les plus grandes entreprises. Elles vont avoir l'obligation d'émettre. Donc, forcément, il faut qu'en face, les entreprises puissent recevoir. Alors, suis-je concernée par la réforme? Oui, si on est assujetti à la TVA. Si je facture déjà de la TVA, il n'y a pas de question à se poser, on est concerné. Mais même si je ne facture pas de la TVA, je suis quand même assujetti. Donc, par exemple, les franchises en base ou des activités exonérées type médecin. Et je suis quand même concernée par l'obligation au 1er septembre. Alors, c'est quoi une activité exonérée? Effectivement, on peut être assujetti à la TVA, mais par des dispositions spécifiques du Code général des impôts, on peut être exonéré. Donc là, on a mis une petite liste en fait de certaines activités qui ne sont pas soumises à TVA par nature et qui sont exonérées. Donc, c'est notamment l'article 261 et 261E du CGI. Donc, les prestations qui sont dans le domaine de la santé, qui sont dans le domaine de la formation et de l'enseignement, les opérations immobilières, certaines opérations exonérées TVA des associations fiscalisées, les opérations bancaires et financières et les opérations d'assurance et de réassurance. Alors, les listes, elles sont quand même elles sont limitées, en fait, puisqu'elles sont référées au niveau de l'article du Code général des impôts. Voilà. En général, ça dépend de la nature de l'activité et on sait si on est concerné ou pas. Rappel des obligations qui diffèrent selon la clientèle. Donc, on distingue, on va dire, deux grands volets, donc le e-invoicing et le e-reporting. Le e-invoicing concerne les entreprises qui émettent des factures à des professionnels en France, principalement le B2B. Et donc, l'obligation de transmettre les factures via la plateforme. Ensuite, on peut être concerné et par le e-invoicing et par le e-reporting. Le e-reporting, c'est si on émet des factures vers des particuliers. Tout à l'heure, on a l'exemple du boulanger, ou des professionnels à l'étranger, des associations qui ne font pas de facture. Principalement, voilà, ça va être par exemple le restaurateur qui émet des factures à des particuliers. Voilà, lui, il va avoir un logiciel de caisse. Le logiciel de caisse, il faudra bien s'assurer en fait qu'il répond à l'obligation et qu'il est en capacité de transmettre les données qui vont être nécessaires au e-reporting. Donc tout à l'heure, on parlait de ticket Z. Il faudra se tourner vers son éditeur de logiciel de caisse, voir s'il est en capacité de répondre aux obligations et de pouvoir transmettre les données qui sont nécessaires à l'administration fiscale. Et donc ensuite, via le e-reporting, on va aussi parler de flux de transactions, mais aussi d'encaissement. Et on aura par périodicité, on va voir tout à l'heure le calendrier en fonction de ses obligations, ce n'est pas le même en fonction de son régime de TVA. On va devoir donner des flux de transactions et d'encaissement. On va le voir un petit peu après. Donc voilà, rappel du cycle de facturation. D'abord, on émet une facture qui va passer par le logiciel de facturation si on en a déjà un. Mais comme je vous l'expliquais, il y a certaines plateformes aussi qui proposent cette possibilité-là, si on n'a pas de logiciel de facturation, par exemple. Donc, le logiciel de facturation envoie la facture à la PA, qui va valider si tous les champs renseignés sont conformes aux attendus. La plateforme agréée, elle va transmettre les données à l'administration fiscale, mais elle va aussi transmettre les informations à la PA du client. Donc, en fait, c'est vraiment entre adresses. Le dénominateur commun de tout ça, c'est l'adresse mail. Et en fait, c'est en fonction de l'adresse mail qui aura été déclarée via la plateforme agréée. Voilà, les PA vont communiquer entre elles pour qu'au final, le client reçoive bien sa facture et puisse la traiter comme il faisait en fait avant avec une facture papier. C'est-à-dire, il va regarder si c'est conforme à son bon de commande, s'il est d'accord avec le paiement. Enfin, voilà, il va contrôler sa facture comme il faisait avant. Mais à la différence que ce sera passé par la plateforme agréée et que ce sera le mode de transmission des factures. Donc, le e-reporting, on en parlait tout à l'heure, c'est pareil, le fournisseur
il y a un logiciel de facturation qui va au destinataire final, le client. Et en fait, quand on a par exemple une caisse, donc les deux types de données envoyées, ce sera les données de facturation et de transaction, donc le montant, la TVA, la date de la vente, l'identité du client. Ça va passer par la plateforme du fournisseur et à l'administration fiscale. Donc ça va être les données de facturation. Et ensuite, il va y avoir les données de paiement. Quand est-ce qu'on a encaissé la facture, le montant, qui seront également transmises via l'APA et ensuite à l'administration fiscale. Donc là, c'est vraiment les deux grandes données, les données de facturation et de transaction et les données de paiement. Et ça rentre dans le e-reporting. Alors, pourquoi transmettre les données de paiement? En fait, les entreprises, donc on va prendre l'exemple des entreprises prestataires de services, elles doivent déclarer, donc collecter la TVA sur les encaissements. Donc, pour que l'administration fiscale ait connaissance et puisse pré-remplir les déclarations de TVA, il faut forcément qu'il y ait les données de paiement, qu'elle ait connaissance des données de paiement. Et donc, voilà, ça va permettre de répondre aux différents objectifs de la réforme, le suivi d'activité économique, les délais de paiement, la surveillance des seuils. Voilà, il y a beaucoup d'obligations derrière, en fait, et beaucoup d'informations qui vont permettre à l'administration fiscale de suivre ces grands points. Alors, le calendrier selon votre régime fiscal. Donc, ce qu'il faut transmettre à l'administration, donc les données de facturation, donc le e-reporting, et des données de paiement. En fait, en fonction de son régime de TVA, donc si actuellement vous êtes en régime réel normalement mensuel, ça veut dire que vous faites des déclarations de TVA mensuelles, et donc les données de facture seront à transmettre tous les 10 jours, ou tous les mois pour les données de paiement. Donc, par exemple, pour les données de paiement, ce sera tous les mois, mais à transmettre avant le 10 du mois suivant. Pour les données de facture, ce sera par décade, donc du 1 au 10, du 11 au 20 et du 21 jusqu'à la fin du mois. Si on est en régime normal trimestriel, donc que ce soit données de facture ou données de paiement, ce sera tous les mois, mais avant le 10 du mois suivant. En régime simplifié d'imposition TVA, donc là, c'est quand on fait des déclarations annuelles de TVA, ce sera à transmettre tous les mois. Et les franchises en base, tous les 2 mois. Voilà, donc là, il faudra bien regarder pour chaque entreprise son régime de TVA et après connaître ses obligations en matière de date à respecter, d'échéance à respecter. Ça devrait se faire par un paramétrage, en fait. Automatique, en fonction des connaissances. Il ne faut pas vous inquiéter du fait d'avoir à suivre exactement, mais normalement, avec un paramétrage, on devra pouvoir envoyer, selon ce calendrier, les données de facture ou de paiement. Et je précisais que la déclaration de TVA est toujours, ça ne change rien au niveau de votre dépôt de déclaration de TVA, hein, par contre. C'est une obligation complémentaire. Les déclarations de TVA seront bien à transmettre dans les délais. Voilà. Par exemple, le 21 du mois. Comme actuellement. Voilà, c'est ça. Alors, c'est bon? J'ai demandé s'il y avait des questions sur cette partie-là, mais a priori non, donc on peut continuer. Donc, le contenu de la transmission. Donc là, sur ce slide, il y a les principales informations qui vont être à transmettre sur les transactions de caisse. Pour la période de transmission, on l'a vu précédemment. Donc, la date de la transaction, la devise, l'option de la TVA. Donc, ça fait partie des 4 nouveautés de mention obligatoire. Les catégories de transactions, si on est en livraison de biens, en prestation de services, des régimes particuliers de type régime de TVA sur la marge. Hein, il y a certaines activités qui ont de la TVA sur la marge, par exemple les véhicules d'occasion, les concessionnaires ou les vendeurs de véhicules, le total hors taxe, le total de la TVA et la répartition de la TVA par base et par taux. Parce qu'effectivement, il y a certaines activités qui peuvent avoir un taux normal, un taux réduit. Voilà, il y a plusieurs taux de TVA qui coexistent et donc qui seront transmises en même temps que les principales informations. Alors, concrètement, comment ça va se passer sur mon fonctionnement? Donc, la première des obligations, ça va être de s'inscrire dans l'annuaire avec une EPA, avec le choix de l'APA, pour recevoir ses factures. Concrètement, il va y avoir peu de factures au départ à transiter, puisque les seules obligations, c'est pour les grandes entreprises. Mais petit à petit, étant donné que les entreprises elles vont avoir à émettre également à partir du 1er septembre 2027, ça va se mettre en place
tranquillement en fait à partir du 1er septembre 2026. Mais la première obligation, c'est vraiment de désigner sa PA. S'équiper d'outils adaptés à la réforme. Donc, il faut vraiment regarder son activité. Qu'est-ce que j'émets comme facture? Est-ce que j'ai un logiciel de caisse? Quel outil j'utilise pour mon logiciel de facturation? Si j'en ai pas, est-ce que j'en souhaite un? Puisqu'il y a certaines PA qui offrent la possibilité d'émettre des factures. Donc, c'est vrai que ça permet quand même de répondre déjà aux obligations, étant donné que la facture elle est faite via la PA. Mais en fonction de son activité, encore une fois, il y a des TPA qui ne vont pas non plus pouvoir répondre à toutes les obligations. On peut avoir des factures spécifiques. Je pense par exemple dans le bâtiment. Voilà, il y a des logiciels dédiés. Faut plutôt regarder des logiciels, on va dire, métiers. C'est vrai que ça va entraîner une digitalisation de son fonctionnement, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses maintenant qui vont se passer électroniquement. Et pour aller consulter ces factures, il faudra forcément aller sur la PA. Donc, voilà, mais encore une fois, c'est juste avant, on recevait sa facture par voie postale ou par mail. Là, au moins, ça va permettre de concentrer la réception des factures sur une seule plateforme et d'avoir tout le visu, en fait, en quelques clics, on va dire, sur sa PA. Donc, une meilleure connaissance par l'administration de CFTU et comprendre la réforme pour pouvoir l'appliquer correctement. Donc, bien comprendre, voilà, qu'on a deux grandes obligations, on va dire, la facturation électronique et le e-reporting, pardon. Voilà, une fois qu'on a bien compris en fonction de son activité ses obligations, voilà, il en découlera, en fait, c'est dans la mise en place. Alors, si j'utilise déjà un logiciel de facturation, donc il faut que je m'assure que mon logiciel est compatible avec ma réforme et qu'il sera bien connecté à une PA. Donc, ça, il faut déjà commencer par interroger son fournisseur de logiciel de facturation. Si je n'ai pas de logiciel, je trouve un outil en fait, qui va permettre de répondre à mes obligations. Donc, soit voilà, via une PA directement ou contacter un éditeur de logiciel métier voilà, qui vous dira, lui, s'il est compatible avec une PA. Et après, c'est vraiment voilà, une communication entre, on va dire, informatique, quoi. Dans tous les cas, donc, je dois... Ah, pardon. Pardon. Dans tous les cas, je dois pouvoir identifier facilement dans mon outil si mes clients sont des particuliers ou des professionnels. Donc, ça, c'est une question à se poser. Et transmettre par le bon canal mes données, donc factures, transactions, encaissement en fonction de mes obligations. Alors, par rapport à mon outil de caisse, quelles sont mes données quelles sont les différentes possibilités qui concernent mon outil de caisse? Donc, tout comme je disais, de se rapprocher de son logiciel métier pour les factures, pour ses factures de vente, il faut aussi regarder si sa caisse elle est connectée et si elle se connecte bien à une plateforme agréée pour pouvoir transmettre toutes les informations. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une saisie manuelle via une interface web, en fait. Donc, via une interface web ou une application mobile qui sera proposée par la PA. Ça veut dire qu'il faudra, entre guillemets, il y aura une ressaisie ou une transmission d'informations à faire. Et donc, sinon, une saisie via une solution compatible. Donc, pareil, ce sera une saisie manuelle, par contre, par sa solution compatible. Donc, dans tous les cas, l'administration attend les données des opérations que vous réalisez. Les plateformes agréées ou les solutions compatibles peuvent proposer des services complémentaires facilitant la transmission des données. Hein, c'est ce que je vous disais, il y a certaines PA voilà, qui proposent même d'être reliées avec les banques pour pouvoir faciliter le traitement des informations de paiement. Puis d'avoir aussi, entre guillemets, un tout en un. Mais il n'y a pas que les banques, hein, il y a beaucoup de plateformes agréées en fait, qui se sont adaptées et qui proposent différentes solutions. Après, le choix aussi va dépendre forcément aussi du coût. Il y a beaucoup de plateformes qui fonctionnent avec au volume de factures. Donc déjà, c'est aussi une question à vous poser, c'est combien j'ai de factures d'achat et combien j'émets de factures de vente dans l'année. Donc ça peut vous aiguiller en fait dans le choix de votre PA. Donc, un client professionnel vous demande une facture, que faire? Alors, si c'est passé par une caisse enregistreuse et que le client me demande après une facture a posteriori, la DGFiP propose de ne pas annuler la transaction de caisse. Hein, elle sera déclarée donc via le e-reporting en même temps que les autres données. Et par contre, si c'est une facture qui est demandée par un assujetti, avec l'obligation du invoicing, donc d'émettre la facturation électronique, il faudra transmettre les données en fait, de la facture correspondante. Et en fait, il y aura une mention
avec la facture où ce sera marqué dépôt d'une facture déjà payée. Donc là, après, ça, c'est des spécificités, effectivement, qu'il faudra bien avoir en tête et qui viendront au fur et à mesure. Donc ça, je ne sais pas si ça fait partie des cas d'usage, ces types de... Oui, alors ça correspond peut-être plutôt aux notes de frais, globalement, qui sont effectivement des cas d'usage. Donc, quel changement dans mon suivi comptable? Alors, concernant mes obligations actuelles, ça ne change rien. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. En fait, les déclarations de TVA, les déclarations, les DES, les DEB, enfin voilà, ça ne change rien. Dans le suivi, la saisie des factures, voilà, tout ça, ça reste les mêmes. Et je dois aussi transmettre mes recettes aux différents organismes. Voilà. Est-ce que par contre, j'ai des nouvelles obligations donc, qui viennent en complément des obligations comptables. Donc, c'est transmettre toutes ces données d'encaissement et être inscrit dans l'annuaire pour recevoir ces factures via NPA. J'avais pris un peu d'avance tout à l'heure pour le choix d'une PA. En fait, c'est privilégier celle recommandée par votre secteur. Effectivement, en fonction du secteur d'activité, on va pas, faudra choisir sa PA qui sera adaptée aux factures de vente qu'on émet. Si on travaille avec des entreprises, des particuliers, des étrangers. Privilégier une plateforme adaptée à vos outils existants, parce que si vous avez déjà une solution compatible, en fait, le but, c'est de pas non plus changer l'intégralité de ces process si vous êtes satisfait de votre outil, mais après, c'est de voir si la solution compatible que vous utilisez elle peut être accordée à une PA. Et ça, par exemple, en interrogeant soit votre solution compatible, soit une PA que vous envisagez de prendre, vous saurez s'il y a un lien qui peut se faire informatiquement pour que toutes les données soient bien transmises. Après, donc, dans tous les autres critères, donc c'est la politique tarifaire, il y a certaines PA qui vont proposer au volume, certaines au forfait, il y a des engagements contractuels, le traitement de la propriété des données, ça aussi c'est important, le scellement des factures, l'offre de services, puisqu'il y a beaucoup de services connexes en fait, qui vont pouvoir être proposés. Et je pense aussi à l'archivage. Il y a beaucoup de PA en fait, qui proposent l'archivage pendant 10 ans. Mais ça, ne propose pas forcément tout. Donc voilà, c'est des critères à demander également. En tout cas, bien lire en fait le contrat en fait. Voilà, exactement. Que vous allez signer. C'est très important de regarder bien en détail le contrat parce que pour que vous n'ayez pas de surprise. Je pense aussi avec tout ce qu'on vient de vous dire, la hotline aussi. Voilà, ça peut être intéressant si vous êtes bloqué de savoir que vous pourrez contacter à tout moment quelqu'un qui pourra vous aider à vous débloquer. Voilà, il y a plein de paramètres finalement à prendre en compte, mais qui doivent s'adapter à vos habitudes de travail en fait. Est-ce qu'il y a des questions sur des choses qui n'ont peut-être pas été évoquées ou vous vous êtes posé la question avant qu'on puisse clôturer? Il faut préciser aussi que les plateformes, en fait, elles sont hébergées en Union européenne ou en France. Donc voilà, pour la sécurisation des données aussi, c'est important. Et puis peut-être un dernier point qu'on évoque souvent en dernier lieu, peut-être un petit point sur les sanctions éventuellement en cas de défaut de choix de plateforme. Bon, je vous rassure, hein, l'administration sera quand même bienveillante au 1er septembre pour déjà déterminer en fait pourquoi en fait vous n'avez peut-être pas pu choisir une plateforme. Mais il y a des sanctions effectivement qui sont prévues de façon législative. Donc le défaut de choix d'une plateforme, en fait, il y a une amende donc il y a une mise en demeure d'abord qui est envoyée à l'entreprise. Elle a 3 mois en fait pour se mettre en conformité, donc ça laisse le temps de déterminer en fait le choix de sa plateforme. Mais il y a quand même une amende qui est prévue de 500 € si au bout de 3 mois l'entreprise ne s'est pas mise en conformité. Et puis il y a une deuxième mise en demeure avec encore une amende applicable. Il y a aussi des amendes en fait en cas de non-transmission des factures électroniques. C'est de 50 € par facture, mais il y a un plafond de 15 000 €. Voilà. Bon, il y a des sanctions qui sont prévues. L'objectif, c'est pas effectivement, c'est que vous puissiez choisir en toute sérénité votre plateforme avec les éléments qu'on a pu vous fournir ou qu'on pourra vous fournir si vous avez besoin d'autres précisions.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat éventuellement ou des remarques? Je pense qu'on a plutôt fait le tour. Parfait. Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup Anne-Laure Berthéas et Mathilde Garnao pour vos explications. On reste à votre disposition si jamais vous avez des questions à venir ou même ultérieurement. Faut pas hésiter, on est aussi là pour ça. Si jamais c'est moi que vous sollicitez, je vous chercherai une réponse ou auprès de l'Ordre des experts comptables ou de la DDFIP sans souci. Vous pouvez les contacter directement. On remettra les coordonnées effectivement à la fin des contacts de l'Ordre. Donc soit Madame Berthéas ou Madame Garnavo ou aussi Monsieur Hugon qui est référent pour l'Ordre également. N'hésitez pas. Je clôture l'enregistrement et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, bonne merci journée à vous également. pour votre écoute. Merci, au revoir.